Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous trouvez que ça sonne un petit peu cacane, comme le dit mon collègue Jean-Philippe Leroux, c'est normal, c'est parce que en ce moment, j'ai une boîte sur la tête. Une boîte en carton avec 2 trous. J'ai quand même dessiné un petit sourire sur ma boîte en carton. Bonjour, Cybèle Olivier. Hey, Pelay, moi, je pense que ton sourire il serait de l'autre côté aujourd'hui si tu l'avais su d'avance. Hein? Ah oui, tiens, bonne idée. Regarde, je vais faire ça comme ça. Le sourire est de l'autre côté. Parce que, attends, je vais le mettre comme ça sur la tête. Comme ça, les gens vont quand même comprendre. Mais je vais pouvoir quand même m'exprimer en toute liberté. Alors, pourquoi je suis allée voter aujourd'hui, Cybèle, avec une boîte en carton sur la tête? Les gens le savent parce que la semaine dernière, j'ai reçu Romain Gagnon qui a co-signé avec Normand Baillargeon et plein d'autres gens un texte pour dire ça n'a aucun sens parce que en ce moment même, la loi canadienne, c'est écrit noir sur blanc sur le site d'Élections Canada, on peut voter le visage couvert et les scrutateurs n'ont pas le droit de nous demander de découvrir notre visage pour confirmer notre identité. Pourquoi c'est comme ça dans la loi canadienne? Pour ne pas offenser les personnes dont la religion leur dicte supposément de se voiler le visage ou de se recouvrir le visage au complet. Donc, pour dénoncer cette absurdité-là, j'avais annoncé sur les ondes de Cube que j'allais voter aujourd'hui avec une boîte en carton sur la tête. Donc, ça s'est passé ce matin. Je me suis présentée au MIL, donc qui est une des facultés de l'Université de Montréal dans Outremont. C'est là qu'est le bureau de scrutin. Donc, j'arrive. Avant d'entrer, je mets évidemment ma boîte en carton. D'ailleurs, on a la photo où vous me voyez à la veille de voter. Ah, j'ai hâte d'entendre ça. Alors, je rentre, ça se passe très bien. Tout le monde est un peu estomaqué, tout le monde est un petit peu soit souriant, soit intrigué. On t'a pas arrêté. On m'a pas arrêté. Et là, donc, je suis allée me mettre en file. Donc, il y a une longue file, évidemment, de gens qui attendent. Donc, je me mets en file. Au moment où c'est mon tour de voter, je m'apprête à rentrer physiquement là dans le bureau de scrutin lui-même. Il y a quelqu'un que je n'ai pas vu venir, donc c'est quelqu'un qui n'était pas en train de faire la file avec moi ou derrière, c'est pas quelqu'un qui était là pour voter, qui m'interpelle en disant « T'es donc ben raciste, toi. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? » Là, je dis « Pardon, monsieur, je sais pas qui vous êtes. » Il dit « Je travaille ici. Je t'ai vu rentrer. » Parce que c'est un édifice de plusieurs étages. « Je t'ai vu rentrer par ma fenêtre. Je veux savoir qui t'es. Sale raciste. » Et là, il prend ma boîte en carton. Te toucher. Pour la soulever, pour savoir qui j'étais. Alors là, je me suis énervée. J'ai dit, voyons, monsieur, vous n'avez pas d'affaire à faire ça. Je vous connais pas. Vous n'avez pas d'affaire à me toucher. Vous n'avez pas d'affaire à enlever ma boîte en carton. Et là, j'ai vu, parce que j'avais quand même des petits trous dans ma boîte en carton, j'ai vu qu'il y avait le scrutateur qui était là, qui s'occupe du bon ordre, parce qu'il y a toujours un employé d'Élections Canada qui est là, qui surveille la file. J'ai dit, venez parler à ce monsieur-là. Et là, j'ai haussé le ton. J'ai dit, ce monsieur est en train d'essayer de m'intimider et de m'empêcher d'exercer mon droit démocratique. J'ai le droit de voter le visage couvert et j'ai l'intention d'aller voter de cette façon-là. Ce monsieur n'a pas d'affaire à interférer avec mon vote. Alors, ils sont allés parler au gars. Le gars a commencé à dire... moi, je travaille ici, tu travailles à l'Université de Montréal, t'es pas un travailleur des élections, t'as pas d'affaire à venir m'interpeller et certainement pas à m'insulter et me traiter de raciste. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, la pire insulte que tu peux faire à quelqu'un, la pire cible que tu peux lui mettre dans le dos, c'est le traiter de raciste. C'est peut-être la plus facile aussi. Je vois mais pas ça, en quoi question. Le fait... Moi, je me mets une boîte en carton sur la tête pour dénoncer cette absurdité d'Élections Canada. Donc, ce gars-là, qui est évidemment un petit woke de l'Université de Montréal, qui n'avait pas d'affaires là, qui n'était pas là pour voter. Donc, le scrutateur lui dit, « Monsieur, laissez madame tranquille. Elle a raison, elle a parfaitement le droit de voter de cette façon-là. » Donc, le gars est resté là. Ben oui, mais c'est la loi. Ben oui, mais au moins, c'est la loi. Dire, OK. Alors, le gars, il est resté là, puis il restait là, les bras croisés, à me regarder à 2 pouces de moi. Fait que là, j'ai dit au scrutateur, j'ai dit, « Monsieur, cet homme est en train de m'intimider. Il n'a pas sa place ici. Il n'est pas ici pour voter. Pourquoi vous tolérez sa présence dans un bureau de scrutin? »
je vais vous demander de lui dire de s'en aller. » Alors, le gars est allé voir le gars. Le gars a dit « J'ai le droit de rester ici, je travaille. »« Non, t'as pas d'affaires ici. Va-t'en. » Fait que finalement, ils ont dit au gars de partir. Donc là, je suis rentrée. Finalement, dans le bureau du scrutin, j'étais en tabarnouche. Donc là, je me dirige vers la table. Et là, j'avais toujours ma boîte sur la tête. Évidemment, j'ai parfaitement... C'est mon droit de citoyenne canadienne. Donc là, j'arrive... Écoute l'absurdité de la situation, Cybèle. Là, je tends ma carte d'électeur et mon permis de conduire. Parce que c'est ça qu'on fait quand on va dans un bureau du scrutin. Et là, la dame me regarde et elle me dit « Oh, vous avez le visage couvert, vous n'avez pas le droit. » Je dis « Madame, j'ai le droit. C'est écrit noir sur blanc sur le site d'Élections Canada. » Fait que là, elle est allée demander à sa supérieure. La supérieure lui a dit « Madame a le droit. » Fait que la dame est revenue « Ah ben, ça a l'air que vous avez le droit. » Ben oui, j'ai le droit. Comment ça se fait qu'on engage des scrutateurs qui sont pas au courant de la loi? Il me semble que vous êtes censé avoir une formation de base pour savoir que j'ai parfaitement le droit. Et là, c'est là le plus savoureux de toute cette histoire qui m'est arrivée ce matin. La dame, je lui tends mon permis de conduire et ma carte. Elle regarde mon permis de conduire et dit « Ben oui, je le vois à votre visage. » Mais j'ai dit « Madame, j'ai dit comment vous faites pour vous assurer que c'est moi sur le permis de conduire? » Ben oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, elle dit « Ah ben là, vous irez vous plaindre aux autorités. » J'ai dit « Ben c'est exactement ce que je fais en votant le visage couvert, madame. C'est une absurdité. » Donc, la femme n'était absolument pas capable de vérifier mon identité. Ben non. Alors, la raison pour laquelle j'ai fait tout ça, et je ne l'ai pas filmé, vous vous demandez peut-être pourquoi je ne l'ai pas filmé, on n'a pas le droit de filmer dans un bureau de scrutin, donc vous devez me croire sur parole, c'est ce qui m'est arrivé. De toute façon, vous pouvez appeler au bureau de scrutin du 1000, hein, dans Outremont, sur la rue Thérèse-Lavoie-Roux. Ils vont vous confirmer exactement ce qui s'est passé. C'est quand même absurde, et je trouve que c'est important de réfléchir à ça aujourd'hui. Si mon fils qui a 17 ans veut aller s'acheter des cigarettes ou de l'alcool au dépanneur, on va lui demander une carte d'identité. Mais il va falloir qu'on puisse identifier que la carte d'identité est bel et bien la sienne. Donc, on ne permet pas à un citoyen canadien, un citoyen québécois, d'acheter de l'alcool s'il ne peut pas prouver son identité, mais on peut voter. Moi, j'aurais pu être n'importe qui autre que Sophie Durocher. Toi, t'aurais pu aller voter à ma place. Avec tes cartes. Te mettre un carton sur la tête et utiliser ma carte de voteur et mon permis de conduire. Donc, c'est ça que je veux dénoncer, moi, aujourd'hui. Et je suis pas la seule. On est des dizaines et des centaines à mettre des photos de nous sur les médias sociaux depuis qu'on peut voter par anticipation. C'est pas la première élection où ça se fait. Quand est-ce que Élections Canada va se rendre compte que c'est une absurdité en 2025 que pour un geste démocratique qui est aussi important que celui de voter, on ne vérifie pas l'identité des gens pour une seule raison. C'est pour une raison religieuse, pour ne pas faire de la peine à des gens qui considèrent que le ciel va se fendre en deux s'ils ne se couvrent pas le visage. C'est une absurdité. Donc moi, je vous le déclare aujourd'hui, ma nouvelle religion, c'est la boîte en carton. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Bonjour, Étienne Drapeau. Bonjour, Sophie. Je suis heureuse que vous n'ayez pas de boîte en carton pour m'accueillir. Ah, ben non, jamais je vous ferai ça. Savez-vous pourquoi? Parce que quand on se couvre le visage, on peut pas communiquer avec l'autre. Absolument. Hein? C'est important. Là, je vous parle, Étienne Drapeau, et c'est important pour communiquer, qu'on puisse se voir dans le blanc des yeux. Alors, ben d'abord, merci d'être là, merci d'être en studio, merci d'avoir apporté votre guitare avec vous aujourd'hui. Vous êtes là, Étienne, parce que j'ai lu un texte sur vous que mes collègues du Journal de Montréal ont écrit il y a quelques jours, et c'est venu me chercher en plein cœur. J'ai demandé à Hugo Veilleux, notre journaliste à la recherche, j'ai dit, s'il te plaît, appelle Étienne. C'est qu'on apprenait dans ce texte que régulièrement, vous allez auprès de gens qui sont en fin de vie, qui sont en train de recevoir des soins palliatifs, et vous chantez pour eux. Comment ça a commencé, tout ça?
Ça a commencé avec une envie de faire le bien, de me servir de mes mots, du verbe, de la parole bienveillante pour essayer de faire une différence. Je pense que la vie m'a donné peut-être un talent avec les mots, avec ma guitare, avec mes chansons. Et j'ai réalisé à un certain moment que la musique était tellement rassembleuse et qu'elle pouvait toucher les gens dans les moments les plus vulnérables, les plus difficiles de leur vie. Et de par la personne que je suis, on m'a invité à aller chanter pour des gens en CHSLD, dans les soins palliatifs. Et j'ai vu l'impact, j'ai vu la différence que cette proximité-là, la chanson, mais non seulement la chanson, tu parlais du regard. Oui. Je te dis-tu, je te trouve trop jeune pour te dire vous. Je peux-tu j'ai pas vu mes cheveux blancs sur le côté. J'ai commencé avec le vous, mais là, je suis rendu au-dessus. Je m'excuse. C'est quoi qui disait La Fontaine, un flatteur qui vit aux dépens de celui qui l'écoute? Continue, Étienne. Donc, et j'ai réalisé à quel point, tu parlais du regard tout à l'heure, à quel point les gens, un regard, un toucher, comment il y a des gens qui n'ont pas accès à ça. Moi, quand je vais chanter pour les gens, j'arrive avec ma guitare et je me mets à genoux devant les gens en fin de vie. Ils sont installés dans un divan, ils m'attendent, ils savent, en général, je suis qui, ils m'attendent. Je pense qu'on a des photos, tirées du texte du Journal de Montréal. On va pouvoir les montrer pendant l'entrevue parce que c'est une proximité, en effet, c'est incroyable. Qui est pleine d'humanité, Étienne. Ça me touche. C'est gentil, puis ça me touche aussi de la façon que tu l'amènes. Mais tu sais, j'arrive, je me mets, comme ça, et je me mets à genoux devant les gens. Et la force du regard, de regarder un regard soutenu pendant un 10, 15 ou 20 secondes, de chanter à cette chanson, ma chanson dans le regard, dans les yeux de cette personne-là, ça fait une différence. Les familles sont là, sont autour, puis ça rend un petit peu moins difficile les dernières heures, les dernières journées de ces gens-là. Est-ce que le fait de côtoyer la mort comme ça a changé ton regard? Parce qu'on est tous mortels. Je t'apprends rien, c'est pas un scoop. Est-ce que le fait de côtoyer la mort, ça fait en sorte que peut-être tu te sens mieux préparé pour le jour où ça va être ton jour à toi? Possiblement. C'est peut-être un peu bizarre comme question. Non, c'est super intéressant. Est-ce que ça a changé ma façon de voir la mort? Une chose que j'ai réalisée à travers tout ça, c'est qu'il me semble que les gens heureux n'ont pas peur de la mort. Que c'est bien. J'ai réalisé, Monsieur Griffin, que j'avais accompagné dans ces derniers moments. Je dis, Monsieur Griffin, êtes-vous heureux? Êtes-vous bien? Êtes-vous en paix? Puis il dit, Étienne, j'ai tellement eu une belle vie. J'ai eu ma belle Mona avec moi. Elle a tellement pris soin de moi. Elle m'a tellement aimé, elle a pris soin de moi puis de nos 5 enfants. Elle dit, je suis bien, je suis heureux. Et il allait mourir incessamment. Et ça m'a touché énormément. Puis je me suis dit, j'ai réalisé peut-être à ce moment-là que ce qui avait de plus important, c'est peut-être pas le nombre de numéro 1 dans la radio que tu fais au nombre de spectacles ou de dire, comment ça que les diffuseurs ont pas embarqué ma chanson à la radio, mais bien de réussir sa vie, de réussir avec sa conjointe, de réussir sa famille, que ça a peut-être plus d'importance que tout le reste. Ça remet les choses en perspective. Ouais, je comprends. Moi, j'ai été très impliqué dans ma vie dans l'humanitaire. J'ai été aussi porte-parole pour l'hôpital Sainte-Justine, la branche internationale, pendant plusieurs années. J'ai fait des missions humanitaires avec la gang de Sainte-Justine en Éthiopie, au Sénégal, au Maroc, en République dominicaine. Donc, de voir des petits-enfants qui vont perdre la vie ou de voir des gens en fin de vie comme ça replace les valeurs. Je pense ça fait réaliser qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la hiérarchie des valeurs, si on peut dire ça comme ça. Hey, on a fait du chemin, le petit gars de Star Academy? Oui, tu te souviens de ça? Ben là! Ah oui! Mon Dieu! Ben oui, le joueur de hockey, parce que moi, j'étais un ancien joueur de hockey, j'avais été repêché par le Canadien de Montréal. On m'avait dépeint à l'époque comme le joueur de hockey, j'étais un chansonnier de bar. Puis depuis ce temps-là, ben oui, je pense que j'en ai fait du chemin. J'ai évolué, il faut que ça serve à quelque chose, les rides et les cheveux gris. Hein? Ouais, mais en même temps, c'est drôle comme si, parce que tu étais un joueur de hockey, parce que tu jouais dans des bars, ça aurait expliqué quoi que quelqu'un qui est comme ça pourrait pas être quelqu'un de hyper sensible, hyper tourné vers les autres? Est-ce que c'était un peu ça? Est-ce que tu as peut-être été prisonnier d'une certaine image, d'une certaine façon? Je pense que oui, d'une certaine façon. Et avec le recul, je pense que ça a peut-être été une bonne chose parce que ça m'a amené à vouloir avoir cette envie-là de montrer aux gens que j'étais autre chose. Et puis, toute ma vie, j'ai voulu faire ça, moi, que ce soit à travers mes livres. Je me suis mis à écrire des livres à travers mes chansons. J'ai toujours voulu faire une différence. Quand j'étais joueur de hockey, je me disais, je vais devenir le premier joueur de hockey philanthrope qui va gagner 4 ou 5 millions par année, puis qui va en garder juste un, puis qui va en donner 3 ou 4. Je rêvais d'être joueur de hockey pour ça. Là, Piquet Souban t'a volé. Piquet Souban m'a volé mon idée. T'as volé l'idée. Mais pour aussi, Sainte-Justine, en plus. Mais je voyais aussi l'impact qu'avait un monsieur comme Jean Béliveau. Le fait d'être connu, de se servir de
sa notoriété ou du fait qu'on puisse chanter pour faire une différence dans la vie des gens. J'avais rencontré M. Béliveau, il te serrait la main, il serrait la main. Le fait d'être connu qui faisait en sorte il illuminait la vie des gens par un simple regard, par une parole, une attention. Puis ça, j'ai toujours voulu ça. J'ai rarement voulu être connu ou être célèbre pour les mauvaises raisons. Je pense que j'ai toujours voulu m'en servir pour faire des belles choses. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de le faire. Alors, c'est drôle, excuse-moi, je vais faire une parenthèse vraiment, là, un petit peu hors champ, mais pas tant que ça. Tu me parles de hockey et de philanthropie. J'en profite pour vous dire la fameuse affiche de Demidov qu'on a mise en l'encan. On est rendu à 5 500 $. Et donc, qu'est-ce qu'on fait demain, Cybèle? Eh bien, on va recevoir la personne, tu vas le recevoir en entrevue, la personne qui a qui a remporté ce montant-là, qui va recevoir l'affiche finalement. Alors, on y est arrivé. Très beau geste, justement. L'affiche signée et le 5 500 $ est évidemment, au moment où on se parle, remis à Procure, qui aide les gens qui ont le cancer de la prostate, et l'affiche a été signée par Demidov lui-même. Donc, on revient à toi, Étienne. Excuse-moi, mais il fallait vraiment que je fasse le lien parce que c'était Absolument. trop beau. C'était une belle porte ouverte. T'as apporté ta guitare, c'est pas pour rien, c'est pas pour décorer, évidemment. Donc, on n'a pas eu le temps de répéter ni rien. Alors, il faut que tout le monde soit indulgent dans le sens, le son est peut-être pas parfait, mais c'est plein d'humanité, c'est plein de cœur. Est-ce que je peux te faire une demande, oui, une absolument, demande mon Dieu. spéciale à mon père, à ma mère? Oui, et vous vouliez que je chante celle-là absolument. D'habitude, je je la joue au piano. D'habitude, je la joue au piano. Bon, je suis pas habitué à la jouer à la guitare. Tu peux nous improviser ça. Ou les femmes que j'ai aimées. Ou peut-être celle-ci. J'en ai une qui, je pense, qui va te plaire. OK, vas-y. OK, parce que j'ai écrit donc. une chanson qui s'adresse aux gens qui ont été là. Je trouve que notre nouvelle génération, moi, je suis un peu entre deux générations, on regarde souvent les aînés, les gens plus vieux aussi, comme de haut, sans réaliser que ces gens-là, on leur doit tout, la Révolution tranquille, ce qu'ils ont travaillé, Absolument. ce qu'ils ont Merci bûché de le pour dire. avoir ce qu'on a aujourd'hui. Et j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Je chante pour eux », qui fit bien, parfait. je trouve. C'est un peu comme à mon père et ma mère, mais pour rendre hommage aux gens qui ont été là avant nous, puis pour pas oublier l'importance qu'ils ont eue. Excellent. Donc, je pense que tu vas l'aimer, celle-là. D'accord. Oh, je vais enlever ça, on va attendre un petit peu. Voilà. Dans ma basse ville, j'ai bien appris les hauts et les bas de la vie. Dans mon petit quartier populaire, avec tout un monde à refaire. Nos grands-pères avaient pour rêver que de l'espoir et de la volonté, mais de la sueur pis de l'huile de bras. T'achètes pas tes rêves avec ça. Je chante pour ceux qui ont bâti tout ce que nous avons aujourd'hui. Chante pour ceux qu'on a oubliés au fond des mines et des chantiers. Je chante pour les jours de misère. Je chante pour ceux qui en sont fiers d'avoir bûché, de s'en être sortis parce qu'ils croient encore à la vie. Nos grands-mères étaient ménagères. Pas de jour off pour la cuisinière. Ça, c'est vrai. Tellement de petites bouches à nourrir. Le seul luxe qu'elle pouvait s'offrir, c'est un peu de télé avant de dormir, un peu de repos avant de mourir. Car demain faut recommencer à essayer de vivre sans s'essouffler. Je chante pour ceux qui ont bâti tout ce que nous avons aujourd'hui. Chante pour ceux qu'on a oubliés au fond des mines et des chantiers. Je chante pour les jours de misère. Je chante pour ceux qui en sont fiers d'avoir bûché, de s'en être sortis parce qu'ils croient encore à la vie. Et puis mes parents ont suivi avec ce qu'ils ont eu comme outil, en tirant le diable par la queue, sans rien quémander au bon Dieu. Leur belle révolution tranquille sont loin de l'avoir eu facile. Ça aussi, c'est vrai. L'héritage qu'ils nous ont laissé, j'espère qu'on l'aura mérité.
Je chante pour ceux qui ont bâti tout ce que nous avons aujourd'hui. Je chante pour ceux qu'on a oubliés au fond des mines et des chantiers. Je chante pour les jours de misère. Je chante pour ceux qui en sont fiers d'avoir bûché, de s'en être sortis parce qu'ils croient encore à la vie. Je chante pour eux, je chante pour eux. Je chante pour eux. Je capote ma vie, bravo! Étienne, les chantiers, les mines, ceux qui s'en sont sortis, le Québec qu'on a bâti, merci. Quelle magnifique chanson, c'est absolument splendide. Merci pour tout ce que tu fais auprès des gens qui sont en fin de vie. Et écoute, merci d'être venu en personne. En terminant, t'as quel âge? J'ai 47. OK, c'est ça. Je suis un tout petit peu plus vieille que toi. Étienne, merci, je te serre la main. Merci pour tout. Merci d'être venu en studio. Merci à toi pour ta belle invitation. Et sans fausse est-ce que tu veux... Oui. Non, j'allais dire merci de ce que tu es, de ce que tu fais. Tu n'as pas peur de prendre position. Tu as le courage de tes convictions. Et c'est précieux, ça, dans notre société. Je trouve que c'est rare. T'es super gentil. Je t'admire beaucoup pour ça. Merci. Une révolution intranquille, peut-être. Étienne, merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous parler? Est-ce que tu as des dates de spectacle qui s'en viennent? Oui, quand même. Merci de le demander. Je suis en spectacle partout à travers le Québec présentement. On a une trentaine de supplémentaires de ma tournée 20 ans de carrière. Il y a mes 2 livres aussi et je t'ai apporté une copie de mon livre. Oh, t'es super fin. J'espère que tu l'as dédicacé. Absolument. À nos ancêtres. Non. Merci, Étienne. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est un plaisir. Merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Au cours des derniers mois, chaque fois qu'on a entendu le nom de famille Guzzo, c'était pour parler des problèmes financiers du groupe Guzzo. Aujourd'hui, je reçois Vincent Guzzo, président des cinémas Guzzo, parce que, Vincent, au cours des dernières heures, tu as annoncé sur ta page Facebook la réouverture d'un cinéma. Je le dis pour tout le monde, on se connaît dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que je te tutoie, parce que je crois pas ça de faire semblant. Donc, tu rouvres le cinéma Guzzo à Terrebonne. Les gens sont surpris de voir ça parce qu'on pensait que la faillite te pendait au bout du nez et qu'on ne verrait plus jamais d'ouverture de cinéma Guzzo. Qu'est-ce qui se passe, Vincent? Il se passe que, je pense qu'en anglais, on dit « You never count anybody out until they're really out ». Et par conséquent, ça veut dire on a des propriétés, on a des choses qu'on est en train de racheter, on a des choses que on va laisser aller et on va restructurer et on va rebâtir qu'est-ce qu'on a perdu et donc j'aime dire à mes enfants qu'est-ce qui m'a pris 50 ans à bâtir avec mon père et ma mère, je vais rebâtir tout seul en 5 ans, puis c'est tout. Faut être positif dans la vie. D'accord. Mais, Vincent, ça fait des années que je te connais. Je t'ai déjà connu très combatif, je te sens quand même affecté par ce qui s'est passé. Tu nous dis, tu es en train de rebâtir, tu vas racheter, il y a certains éléments que tu vas laisser aller. Soyons plus précis. Là, tu nous dis réouverture du cinéma Guzzo à Terrebonne. Est-ce que tu as l'intention de rouvrir, tous les cinémas Guzzo? Non, on a donc il y a certains cinémas qui ont été fermés par entente avec le propriétaire immobilier. Exemple, le Deux Montagnes, le propriétaire n'a pas voulu réouvrir le cinéma. Il va mettre, je pense, du résidentiel là-dedans. C'était une bonne décision. La Sphère Tech, la même chose. On a essayé de négocier une entente pour réouvrir. Ils sont pas intéressés, donc ça va être fermé. Il y a 2 autres cinémas de la Rive-Sud qui ont été vendus à un tierce opérateur. Où est un petit peu l'anomalie là, c'est que le centre d'achat à Longueuil, il m'appartient à 50%. Donc, j'ai un associé qui a fait une entente avec un tierce parti, puis il a mis mes opérations de cinéma de côté. C'est une discussion à avoir avec lui plus tard, là. Et tout ça. Marché central, tu le sais, ça a été c'est le calvaire des calvaires au niveau du loyer à 250 000 $ 250 000 $ par mois. Et donc, les 3 cinémas qu'on pense réouvrir, c'est le Terrebonne, le cinéma Pont-Viau et le cinéma Lacordaire. Mais c'est pas juste les réouvrir. L'intention, c'est de les réouvrir, reconstruire 3 nouveaux cinémas sur les mêmes emplacements, tout en gardant l'ancien emplacement en opération. Et une fois le nouveau cinéma ouvert,
Mais là, on va mettre à terre l'ancien cinéma et on va refaire un développement commercial / comme si je pourrais dire l'expression / résidentiel. On me dit qu'il y a un énorme besoin de résidentiel, appartements résidentiels en banlieue de Montréal et on est là pour essayer de combler ce besoin-là avec ces propriétés-là. D'accord. Alors, tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a en effet 2 cinémas qui, sur la Rive-Sud, qui sont maintenant passés sur la bannière Ciné Stars. Alors, je te cite mon collègue Martin Jolicoeur du Journal de Montréal qui a écrit le 25 avril et a fait une entrevue avec les nouveaux propriétaires qui disent: les cinémas récupérés il y a quelques semaines étaient en piteux état. Dans l'un d'eux, plus de 500 sacs de poubelles pleins à rebord attendaient depuis 3 mois. Au niveau de la salubrité, c'est dégueulasse. Beaucoup reste à faire. Pourquoi t'as laissé tes cinémas dans cet état-là, Vincent? On n'a pas laissé les cinémas dans cet état-là. Malheureusement, c'est que avec le séquestre qui était là, on devait payer des fournisseurs. On a expliqué au séquestre qui, eux, approuvaient les dépenses qu'on devait payer dans le cas du Tachereau, le ramassage des déchets du compacteur. Et eux trouvaient que on ne devait pas payer l'arriérage. Puis moi, j'écoute, on se comprend pas, là. Les gars de conteneurs sont très clairs. Ou bien tu me payes mon arriérage, ou bien je ramasse pas le présent, là. C'est pas... on va pas aller en cours là, pour 15 000 $. On paye le 15 000, mais eux autres disaient non, vous avez pas à payer le 15 000, vous payez juste le courant. Et donc, ça a créé un problème. L'autre problème qui est arrivé, c'est qu'en fermant les cinémas comme ils les ont fermés en catastrophe un jeudi soir, vous savez, les employés se sont fait annoncer par huissier à la porte. Vous travaillez plus ici, au revoir. Et donc, tout ce qui a été laissé dans le cinéma a été là. S'il y avait des choses qui étaient périssables, ben ils sont devenus périssables après X nombre de mois. Personne n'a été faire le ménage. Moi, quand je suis rentré à Terrebonne ici, j'ai été un petit peu surpris. Il y a eu un dégât d'eau le 2 mars, nonobstant la présence supposée de quelqu'un à temps plein au cinéma pour s'assurer qu'il n'y avait pas de dégâts. Il y a eu, ici à Terrebonne, au-delà de 5 infractions, d'entrée par infraction. Et il y a eu même un dégât d'eau qui a cumulé presque 2 pieds d'eau dans la section arcade et auto-tamponneuse qu'on a dû réparer. Et là, on est encore en train de travailler sur tout ça. Là. Mais donc, le monsieur de CineStars, là, je pense que moi aussi, je pourrais dire les cinémas que lui a abandonnés, quand il les a abandonnés, ils ont été horribles aussi. Dans mon cas, moi, c'est pas moi qui les ai abandonnés. Moi, on m'a dit de les abandonner. Mais tu comprends, Vincent, que quand un texte comme celui-là paraît, quand il y a des témoignages, dans les derniers mois de la vie, disons, commerciale des cinémas Guzzo, il y a quand même beaucoup de gens aussi qui se plaignaient que la propreté, par exemple, dans les toilettes ou dans les salles de cinéma elles-mêmes, laissait à désirer. Comment tu vas pouvoir, autrement dit, ma question est la suivante, comment tu vas pouvoir regagner la confiance du public qui, je l'ai dit au cours des derniers mois, chaque fois qu'on entendait le mot Guzzo, c'était Guzzo, problème financier, Guzzo prend pas soin de ses cinémas, Guzzo fait faillite, Guzzo... Donc, pourquoi on te redonnerait confiance d'un point de vue financier, Vincent? Alors, premièrement, tu sais qu'on a déjà eu cette discussion-là. J'ai été un jour voir Dune au Scotiabank pour l'avant-première avec Denis Villeneuve et j'avais noté que les toilettes étaient extrêmement sales, mais je suis assez intelligent pour réaliser qu'il y avait 1000 personnes qui venaient de passer dans ces toilettes-là. C'est sûr que, donc, ça, je pense qu'on a déjà discuté que quand on a des cinémas qui opèrent à gros volume, dépendamment de quand qu'on se trouve là, si on est entre la séance de 1 heure et 3 heures quand on a un film comme Moana à Noël, c'est le bordel. Il y a un paquet de monde, le temps de récupérer, puis tout ça, là, peut-être vous croisez au mauvais moment. Ça, c'est 1. 2, je vais dire que sur les médias sociaux, à part les 4-5 comptes à 0 utilisateur, on va les appeler des haters, que moi, Richard et toi, on a un paquet, là, et tout ça, à part ceux-là, moi, je vois un gros optimisme sur l'ouverture de Terrebonne. Je vois que le public comme tel, et j'ai du monde, aujourd'hui c'était les élections, donc tu sais que j'habite devant une école, et en sortant dehors, il y avait un gros line-up, et il y a du monde qui m'ont fait signe, j'ai arrêté,
Tout le monde m'a dit félicitations, on va venir vous encourager le 2 mai, etc., etc. Je pense que le gros de la population sont contents de voir une histoire de quelqu'un qui a passé un mauvais quart d'heure, si on pourrait dire, ou même une mauvaise heure, plus qu'un quart d'heure, là, ça fait quand même 4 ans, et que va être capable de s'en sortir et rebâtir et tout ça. C'est sûr que le 2, 3, 4 mai, je vais être moi-même au cinéma, là, parce que j'ai pas, à part ma fille qui est avec moi ces temps-ci, là, je suis un petit peu célibataire et seul. Donc, oui, seul. Et je vais faire le tour et je regarde et je vais être là pour essayer de recommencer. Comme j'ai dit à mon père, quand lui a ouvert son premier cinéma, ben, il opérait tout seul. Moi, j'ai 3 personnes au bureau. On est passé de 15 personnes à 3. Puis on va mettre notre main à la pâte, puis on va redonner. Vous relever les manches. Juste 2 secondes avant qu'on passe aux questions du public, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent réagir. Vincent, je veux juste savoir, tout à l'heure, tu as parlé des employés qui s'étaient fait dire par huissier le jour même qu'ils perdaient leur emploi. On parle quand même de 300 personnes qui ont perdu leur job. Est-ce que tu as été en contact avec ces gens-là? Est-ce que tu leur as offert de les aider? Est-ce que j'aimerais ça sentir de ta part aussi une empathie, parce que bon, chaque fois qu'on t'a en entrevue, on parle de toi et de tes déboires financiers, mais pour les 300 personnes qui ont perdu leur boulot du jour au lendemain, ce sont des drames, c'est des histoires pas faciles. Je veux t'entendre là-dessus, Vincent. Donc, tout le personnel qui est un personnel à temps plein, ont tous été recontactés pour revenir dans le cas du bureau chef, dans le cas des cinémas. Le personnel à temps partiel, malheureusement, ils ont été contactés par et la chose que je déplore le plus de le comportement du séquestre, c'est que eux le savaient très bien que vendredi, c'était la journée de paye. Donc, en fermant tout le jeudi, en prenant le contrôle le jeudi, eux ont littéralement enlevé le contrôle des payes pour le jour après. Donc, ça voudrait dire que c'est peut-être plus à moi le contrôle des comptes de banque. Donc, tout l'argent que nous, on devait à ce personnel-là, présentement, c'est le séquestre qui l'a en main. Le séquestre, à ce que j'ai compris, il fait un deflection, il les envoie au gouvernement fédéral. Il y a un programme qui compenserait tous ces employés-là. Oui. Non, c'est un autre programme pour quand. Mais ce que tu nous dis, c'est que finalement, toi, tu aurais préféré qu'on fasse ça le vendredi et qu'à ce moment-là, toi, tu aurais pu payer les employés. En même temps, tout ce qu'on entend, c'est que tu n'avais plus les fonds, Vincent. Ouais. Moi, j'avais demandé au séquestre de fermer lundi, de continuer la fin de semaine, de payer les employés et de fermer, au moins que moi, je perde le contrôle le lundi. Et eux ont refusé. Ils m'ont demandé 1 million de dollars de garantie pour avoir 3 jours de plus. Mais même durant ce 3 jours-là, c'est eux qui contrôlaient avec mon argent. Donc, tu comprendras, Sophie, que j'ai dit, écoute-moi bien, si c'est moi qui mets 1 million de dollars sur la table, c'est moi qui vais prendre les décisions, c'est pas toi. Et tout ça. Et donc, c'est resté là. Mais tous les employés à temps partiel de Terrebonne ont été recontactés par les gérants pour leur offrir à eux avant le retour. Et j'ai une discussion, moi, à avoir avec tous ces employés-là parce que j'aime pas le fait qu'on a laissé les employés à dire, voilà un site Internet, allez là, puis faites votre demande de compensation pour les 2 semaines que vous avez pas été payés. Quand c'est bien beau dire qu'on n'avait pas l'argent, la vérité, c'est qu'il y avait des argents qui devaient rentrer de la part de certains fournisseurs comme Costco, etc., etc. Et donc, l'argent était là, mais l'argent a été dévié à d'autres dépenses plutôt que le séquestre a décidé. D'accord. Exactement, parce que je veux entendre les gens. Je veux juste entendre aussi nos auditeurs, Cybèle. Il y a beaucoup de personnes qui sont très contentes déjà de la nouvelle, de savoir que ça va rouvrir. Il y en a qui disaient même que Terrebonne, celui de Terrebonne, c'était son préféré. Quelqu'un vous demande, M. Goudzo, si celui de Saint-Jean va rouvrir. Malheureusement pas. Il va pas réouvrir. Le propriétaire, je vais vous dire que j'ai encouragé Cinéplex Odéon à contacter le propriétaire et à faire une entente pour qu'ils reprennent le cinéma. Comme ça, eux pouvaient fermer leur ancien cinéma dans le vieux Saint-Jean. Mais le propriétaire a voulu jouer, j'assume la carte de la négociation. Il a doublé le loyer que moi je payais. Et Cinéplex a dit, écoutez, ça fait pas ça. Moi, j'y avais dit à Cinéplex combien je payais. Par conséquence,
une fois que moi j'ai dit c'est quoi que je paye, puis là on t'offre le double, c'est sûr que Cinéplex a dit OK, c'est un propriétaire qui veut niaiser là, puis essayer de nous escroquer dans une situation. Nous on veut l'aider d'un côté, mais d'un autre côté lui il veut prendre avantage du malheur de certains, donc Cinéplex a refusé. Puis le cinéma, si j'ai bien compris, ça a été loué maintenant à un centre de jeunesse ou une affaire, D'accord. Une affaire gouvernementale. Donc, pour résumer, le 2 mai, tu rouvres le cinéma à Terrebonne. Ensuite, tu vas rouvrir, tu as l'intention de rouvrir Pont-Vieux, Lacordaire, reconstruire 3 autres cinémas. Par la suite, détruire les cinémas qui sont peut-être un petit peu passés date et faire du résidentiel. Vincent, comment tu voudrais qu'on présente l'entrevue d'aujourd'hui? Autrement dit, une phrase qui résumerait, ce serait quoi? Vincent Goudzo retombe sur ses pattes, une deuxième chance financière, il retrousse ses manches puis il regarde vers l'avant. Comment on résumerait l'entrevue qu'on vient de faire ensemble? Moi, je pense que c'est le début d'une renaissance, si on peut, là. Renaissance, là, on va dire, là, pas renaissance comme dans le temps, mais non. C'est un nouveau début pour les cinémas Goudzo, et je pense que comme j'ai dit souvent dans mes relations amoureuses, on retourne pas en arrière pour se réconcilier, on recommence à nouveau pour être un nouveau couple. Donc, c'est la même chose ici. Je recommence qu'est-ce qu'étaient les cinémas Goudzo et ça va être une nouvelle version adaptée. Et de la même manière qu'on a révolutionné l'industrie en 98, je pense qu'on va être capable de faire la même chose. Mais je veux juste ajouter que on met pas les cinémas, les vieux cinémas à terre parce qu'ils étaient désuets. On les remet à terre parce qu'ils prennent le double de place qui prendrait le nouveau plus construit plus organiquement ou plus en volume. Par conséquent, on peut profiter de faire plus de résidentiel. D'accord. Extrêmement important parce que les auditeurs, on les écoute à Cube, ils sont importants. Cybèle a reçu plusieurs commentaires qui vont dans le même sens. Tu peux nous lire un de ces commentaires-là, Cybèle? Oui, exactement. C'est quelqu'un qui nous a écrit « Plusieurs fournisseurs attendent toujours les paiements de M. Goudzo. J'en suis une. Son adjoint nous avait promis un paiement malgré la péjoratif... La couverture médiatique était péjorative. Négative, oui. Exactement, et qui se demande donc si ça va arriver. Ça fait 2-3 commentaires que je reçois comme ça. Donc, M. Goudzo, est-ce que... Donc, des fournisseurs qui attendent encore paiement, Vincent. Oui, ça, c'est tous les fournisseurs qui avaient des montants dus avant la prise en possession du séquestre. Et malheureusement, aussi longtemps que le séquestre est en contrôle de ces comptes-là, c'est à lui de les payer ou à faire la liquidation qu'il doit faire. Moi, en rachetant certains cinémas, l'argent que je paye, je le paye au receveur et par conséquent, c'est à lui d'après prendre ces argents-là et payer les anciens fournisseurs. Moi, j'ai déjà payé des fournisseurs pour le futur de ce cinéma ici à Terrebonne. Ceux qui seront pas couverts par le receveur, ben, ils me contacteront une fois que le processus avec Raymond Chabot sera réglé. D'accord. Raymond Chabot, qui est le séquestre dans ce cas-ci. Vincent, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Donc, la réouverture d'un premier cinéma Goudzo à Terrebonne ce vendredi, le 2 mai. Vincent, je rappelle que tu es président des cinémas Goudzo. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Bye-bye, Sophie. Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Quel plaisir de recevoir Marc Boilard. Sais-tu que les gens me parlent de tes chroniques, les gens me parlent de ta présence. Tu m'as jamais dit ça. J'aime ça. Ben là, je te le dis, là. Ben, je suis très heureux. Non, mais bonjour, c'est comme un amoureux médiatique, mais je veux dire, c'est comme un amoureux. Tu passes ton temps à y dire, c'est ton work t'es formidable. Ben oui. Non, moi, je le prends très bien, ça. C'est mon mari au travail. En fait, j'ai 2 maris. J'ai toi puis j'ai Rémi. J'adore ça. T'as dit Rémi au lieu de Richard. J'ai dit... Non, j'ai dit... Mais j'ai 2 t'as dit j'ai 2 maris, toi médiatiques. Oui. Ouais, t'as dit toi et Rémi. Oui, toi et Rémi.
Parce que Rémi est aussi mon mari Ah, médiatique. oui. Je pensais J'ai que tu faisais un Richard seul- parce que tu travailles. Excusez, bon, laissez La faire. différence- Ben, je t'aime C'est moi qui ai beaucoup, perdu, là, Sybelle. dans Mais mon c'est petit comme coin. si je disais, toi, t'es ma femme médiatique. Oui, je comprends. La Ben, je différence dirais entre pas moi Richard. et Rémi, la différence, c'est qu'il faut qu'il vienne souvent pour avoir le même impact que moi auprès d'elle. C'est juste ça la différence. ouais, mais ça, bien envoyé. Très drôle. Trou. Écoute, tu nous parles d'identité aujourd'hui, Ouais. parce qu'évidemment, ces journées d'élection, on n'a pas le droit de parler directement Non, non, d'élection ou de partis politiques. Par contre, l'identité, qu'est-ce qui fait qu'on est Canadien? Qu'est-ce qui fait qu'on est Québécois? Ouais. Et on se redéfinit beaucoup en ce moment, évidemment, à cause de ce qui se passe au sud de la Oui, frontière. tu vois, ça réveille des choses. Hein? Oui. Il y a deux choses d'abord. Moi, j'ai été très interpellé quand tu m'as dit la semaine passée que c'était hors micro, t'as dit, j'ai demandé à Guy Nantel, Pete, est-ce que tu écoutes le débat des chefs? Puis il a répondu, non, c'est pas mon pays. Oui. Ben oui, c'est ton pays, Guy, t'as pas le choix. Ça s'appelle le Canada, tu as un passeport canadien. Tu pourrais renoncer à la citoyenneté uniquement si tu avais une autre citoyenneté, parce que tu peux pas être apatride, on appelle. Oui. C'est-à-dire d'avoir aucune citoyenneté. Mais c'est pas suffisant pour moi. Alors là, on rentre déjà dans la section débat, parce que on nettoiera rien aujourd'hui, toi puis moi. C'est des débats qui, en France, entre autres, c'est énorme. Je pense pas que c'est suffisant d'avoir une procédure administrative pour se dire Québécois, Canadien, même Montréalais. Même s'il n'y a pas techniquement quelque De chose... citoyenneté montréalaise. Oui, voilà. Ouais. Moi, je crois, et dans ce débat-là, il y a toujours deux approches. Vas-y. T'as l'approche assimilationniste, donc assimiler, ou intégrer. Intégrer, grosso modo, c'est ceux qui disent à partir du moment où tu contribues, t'es légal, t'habites ici, bon, blablabla, t'es intégré T'es au Canadien, Québec. t'es Québécois. Voilà. Puis t'as l'assimilation, où est-ce que tu dois prendre les codes. Ça va au-delà de dire que tu es administrativement un Québécois ou un Canadien. Il y a des codes là-dedans. Il y a la langue, il y a la culture. J'aime beaucoup la définition qui dit que quand on veut savoir c'est quoi la culture, c'est ce qu'on s'ennuie quand on est en voyage. Ah, que c'est joli. T'sais, Ben oui. La musique, là, manger ça, tel resto, tes amis. Les poutines, le beurre de pinot. N'importe quoi. Mathieu Bock-Côté, à chaque fois qu'il vient à Montréal, il s'achète des beurres de pinot parce qu'en France, ça n'existe pas. Ils s'achètent Des pots de beurre de pinot, de beurre de cacahuète, des beurres d'arachide. C'est plus rare, il y en a. Pour avoir vécu là, il y en a Bon, sur certaines faut les étagères chercher. vides. Ben dans oui, le absolument. 6e, il n'y en a pas, c'est clair, ça? Non, c'est sûr. Ah, ben, mais moi, je restais dans les places de millionnaires. Ah, ben là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, Bon. tout ça pour dire que moi, je l'ai vécu de proche, ça. Ouais. C'est-à-dire que du primaire jusqu'au cégep, mes meilleurs amis ont jamais été des Blancs francophones. C'était les Vargas au primaire, qui étaient mes deux voisins, Rohan et Andrés. C'était les frères Philogène au cégep, qui étaient deux Haïtiens Grec. d'origine. Ah oui, Philogène. Oui, exactement. C'était Jude Leblanc qui arrivait de Vancouver, parlait pas un mot de français. C'était ma mère qui parle pas anglais, qui nous traduisait entre nous autres. J'ai toujours été... Et les souvenirs que j'ai, Sophie, à l'époque, je réfléchissais pas ça, c'est que c'était des Québécois comme moi. C'était des petits gars de Charlesbourg qui avaient absolument rien de différent. Absolument. Leurs parents avaient Voilà. des choses différentes. C'est ça. Il y a une petite bande dessinée bande dessinée qu'on voit beaucoup sur les médias sociaux. C'est un père qui demande à son enfant, à ton école, est-ce qu'il y a des juifs, des musulmans, des catholiques? Et le petit enfant regarde son père interloqué en disant, ben non, il y a juste des enfants. J'adore ça. J'ai des amis, tu sais. Ouais. Mais non, mais je l'ai vraiment vécu. Quand tout à coup, ces questions-là sont devenues plus populaires depuis quelques L'obsession années. identitaire, c'est une obsession d'adulte. Oui. OK? Voilà. Mais moi, c'est très drôle parce que chaque fois qu'on parle d'identité, on se fait dire par des gens, par exemple, qui sont des néo-Québécois, on se fait dire, ben pourquoi vous nous demandez, à partir de combien de temps vous allez nous considérer comme des Québécois? Puis moi, ma réponse est toujours, ben, à partir du moment où vous vivez au Québec, vous êtes des Québécois. Et la seconde d'après, ils nous disent, ah oui, mais moi, pourquoi vous reconnaissez pas le fait que je suis d'origine marocaine puis d'origine haïtienne? Parce que pour moi, c'est pas pour moi, t'es un Québécois, c'est Je tout. comprends. Donc, alors, à la fois, quand on dit être un Québécois, c'est tout, c'est pas suffisant. Et d'autres fois, on se fait dire Québécois, c'est tout. Ah, ben là, vous reniez mon Pierre identité. Falardeau, Ben, branchez-vous, là. Pierre Falardeau avait une belle Oui. phrase pour ça quand il disait « Je veux pas savoir d'où t'arrives, mais où est-ce que tu t'en vas? » Voilà. Puis c'est vrai. Puis moi, je veux dire, quelqu'un qui a un respect de ses traditions, un attachement, etc., moi, tant mieux. Bien Je veux sûr. dire, peu importe. Mais la réalité, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on vit dans des codes qui sont des codes qu'on peut déterminer comme étant des codes? Sinon, tu sais ce qui arrive, c'est ce qu'on entend souvent. C'est des gens qui répondent à ces questions identitaires-là en disant « Voici ce que je ne suis pas. Ouais. C'est là que moi, je trouve que c'est très insuffisant de dire, écoute, à Québec, quand Clotaire Rapaille avait été engagé, bon, puis lui, il a fait cet exercice-là, OK? Il avait été engagé, c'est un spécialiste Le du marketing. Code Québec. Oui, puis il a fait ça pour plein de villes, dont Chicago, là. Ouais. Et il avait dit, c'est la ville où est-ce que je me suis fait le plus répondre, ouais, mais on est à la question, c'est quoi être quelqu'un de Québec? On n'est pas comme Montréal. Ouais. Moi, ça, non.
Tu vois? Se définir par opposition. Exactement. C'est que tu es supposé avoir des trucs sur lesquels que tu adhères moins ou whatever. Puis quant à la question, est-ce que quelqu'un qui est immigrant arrive, est-ce qu'il est québécois? Ben, dans la mesure où il dit lui-même. Si quelqu'un dit « je suis plus ou moins québécois », je suis obligé de dire, voilà, fin de l'histoire. Mais c'est amusant parce qu'on a eu, il n'y a pas tellement longtemps, il y avait des extraits d'un documentaire qui avait beaucoup circulé où c'était un cinéaste qui était allé filmer dans les écoles québécoises et il y avait des jeunes Québécois qui se faisaient traiter de Keb par des fils et des filles d'immigrants. Oui. Mais on est au Québec. Oui. À mes yeux, vous êtes aussi Québécois que moi. Puis en plus, moi, je suis même pas née ici. Mais c'est encore ça dans certaines écoles primaires. On se fait traiter moi, j'ai des amis enseignants qui m'ont déjà parlé de ça et maintenant, il y a des concentrations plus dans la grande région de Montréal, mais tu sais, de jeunes immigrants, comme on a déjà su avec le portrait sociodémographique, et les jeunes Québécois, souvent, sont montrés du doigt puis se font niaiser. Alors que ce sont tous des Québécois. Complètement. C'est assez intéressant parce que, donc, alors, juste un exemple, mais vraiment vite, il y avait un professeur absolument extraordinaire, un médecin à Sainte-Justine. Quand il est décédé, tout le monde disait, monsieur, je n'aimerais pas son nom de famille, d'origine haïtienne. Puis c'est bizarre, je me disais, tu sais, si quelqu'un commet un crime, on n'a pas le droit de dire que cette personne-là est d'origine haïtienne parce que c'est du profilage, mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour la société, il faut constamment rappeler ses origines. Ouais. Alors, soit on le rappelle tout le temps, soit on le rappelle jamais parce qu'on s'en fout, c'est un Québécois. Merci beaucoup, Marc Boilard, pour cette discussion animée. Merci, Cybèle, pour cette émission échevelée. Merci, Hugo. Il y avait une invitée qui devait être là. On a eu, en fait, elle n'aurait jamais réussi à se connecter. Elle sera là demain, peut-être. Merci, au revoir. Kid.